côté droit, ouvre les portes du paradis. C'est hallucinant, quelle folie. Elle en tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense. Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres. Elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévôt remporte le Tour de France 36 ans après Jeannie Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à tous et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fadeli. On se retrouve pour une nouvelle émission du Campus Sport Club jusque minuit pétante pour parler 100% de sport, revenir sur l'actualité chaude, sportive et celle qui nous a bien fait transpirer, qui nous a bien fait dégouliner. Et avec beaucoup de choses à dire ce soir pour m'accompagner, le chroniqueur maintenant titulaire. Il a signé son contrat. Exactement. Je suis en CDI. T'es CDIsé. Ouais, Je ça y pense. est. C'est bon, tu es passé en tête des charts, comme on dit. Ouais, je Théo suis qui très m'accompagne fier. ce soir. Comment tu vas, Théo ? Bonsoir à tous. Je vais très très bien, très content d'être là pendant cette petite période de vacances. Moi, ça me fait du bien d'être là. C'est bien pour ça que tu es aussi le seul. Et oui, c'est Tu ne bien prends pour pas ça de que je suis là vacances. d'ailleurs. C'est Ouais. pour ça que tu as un CDI, c'est que je ne te donne pas de congé. Et pour nous accompagner ce soir, deux personnes totalement étrangères, mais tout aussi suiveuses du Campus Sport Club, des auditeurs. Je taquine en regardant droit dans les yeux une personne à ma gauche qui nous écoute assidûment. C'est mon frère Léandre et ma mère Valérie. Comment vous allez tous les deux ce soir ? Bonsoir, très très bien. Ouais, je m'entends pas en retour. Mais c'est pas grave. Ok. Et tout le monde t'entend, c'est ça le problème. Incroyable. Ça va très très bien. Étranger, mais avec ses papiers quand même, je préfère le préciser. Très content d'être là, partager un moment avec la fraternité, la famille et les collègues. Bonsoir à vous, bonsoir Adrien, bonsoir Théo, bonsoir Léandre, bonsoir auditeurs, auditrices. Moi je suis très émue d'être présente aujourd'hui pour la seule et unique émission, donc je vais essayer d'en profiter un petit peu. C'est-à-dire que t'es certaine de ne pas revenir. C'est bon, c'est la clé. Quasiment. Je suis juste Je venue suis pour les déçu. photos, la vidéo, mais pas trop pour la radio en fait. Elle est arrivée, elle est rentrée, elle a vu les micros, elle a fait d'accord, je suis déçu. Allez, on reviendra. C'est les émotions. C'est Ouais. les émotions. Elle est là C'est pour ça. les émotions. Tout l'inverse de Théo qui Oh, revient, je suis- qui est celui ouais. qui revient le plus souvent. Bon, voilà. C'est Oui, parce mais on que le t'es là, voit, hein, la sinon- façon dont il est assis, Théo, on voit tout de suite qu'il est à l'aise, qu'il Il est est chez lui. dans son monde. Il voilà. est chez lui. Bientôt, on va me donner les clés, j'espère. Elle est là, elle est sur la porte. On va pouvoir attaquer cette émission. On va d'abord faire un tour en revue de l'actualité chaude. Avec du football ce soir, c'est la séquence résultats. Le tour du monde des scores et des performances, tout de suite dans les résultats du Campus Sport Club. On va attaquer avec du football cette émission puisque ce soir c'était les premiers barrages retour de la Ligue des champions masculine de football avec 4 matchs au programme ce soir et une grosse surprise à commencer par la qualification surprise des Norvégiens de Bodo Glimt, vainqueur 2-1 sur la pelouse de l'Inter Milan, dernier finaliste de la C1. Bodo Glimt qui s'était imposé 3-1 à l'aller, donc 5-2 au cumul et qui sort les interistes de cette compétition. À noter aussi dans les autres matchs du soir, Newcastle qui assure à domicile victoire 3-2 contre les Azerbaïdjanais de Karabagh, eux qui avaient déjà gagné 6-1 à l'aller, ils étaient très confortable pour ce qui était de la qualification. Le Bayer Leverkusen a tenu en échec l'Olympiakos à domicile, match nul 0-0, mais grâce à leur victoire du match aller 2-0 en Grèce, c'est parti pour les huitièmes de finale pour les Allemands. Et le premier match de la soirée, c'était un petit carton pour l'Atlético Madrid qui recevait le Club Bruges, nos petits voisins belges. Victoire 4-1, triplé du Norvégien, encore un Norvégien dans l'histoire, Alexander Sørloth, qui permet à l'Atlético de l'emporter donc et de se qualifier. Antoine Griezmann lui est rentré en jeu
Petit clin d'œil aussi avec Antoine Griezmann, et ces derniers jours, on a eu des histoires où il est courtisé par la MLS. MLS, ça pourrait être pas mal. Hein. Orlando. Orlando, mais ça lui va bien les États-Unis. Griezmann, c'est un dossier qu'on va suivre. On n'abordera pas ce soir, mais je fais le clin d'œil tout de suite. Mais oui, non, mais ça lui va bien les États-Unis. Voilà. Et donc pour ce qui est, tu me posais la question en off avant l'émission, Théo, je te confirme que j'ai eu faux. Bodo Glimt qui s'est qualifié pour les 8e de finale et qui devrait tirer ce vendredi soit Manchester City, soit le Sporting Portugal pour les 8e de finale. C'est des petits clubs pour Bodo Glimt. Hein, j'ai parié sur eux, j'ai mis toutes mes économies sur Bodo Glimt, vainqueur de Ligue des Champions. T'as mis un ticket resto, l'université 3 balles. J'ai mis le compte Easily, le repas du Crous, et puis j'espère que j'en aurai 2. C'est peut-être ça. à l'issue de la finale. Et à l'inverse, le Bayer Leverkusen qui va devoir tomber sur le Bayern Munich ou Arsenal. Ça va être dur pour eux. Je pense que ils ont bien surfé sur une bonne vague il y a 2 saisons, mais oui, je avec trouve Xabi Alonso, évidemment. Ouais, mais c'est redescendu. Après, c'est les clubs allemands. Je trouve que à part Munich et Dortmund de temps en temps, je trouve que ça reste assez faible en Coupe d'Europe. Donc, je pense que ça va rapidement sortir. Bodo Glimt, en tout cas contre Sporting Portugal, je mettrais quand même une petite pièce sur Bodo. Hein. Oui, je pense qu'il y a une excellence à Norvégienne, je sais pas, une mentalité norvégienne qui fait qu'à domicile, c'est vraiment une forteresse. Déjà, Bodo, on l'a vu plusieurs fois cette saison. Si au match aller, comme ils l'ont fait contre l'Inter, gagner 3-1 à domicile contre l'Inter Milan, c'était pas anodin. Puis ils profitent de conditions météorologiques très favorables pour eux aussi. Chez il faisait -3, le terrain était glacé, donc forcément, ils jouent en ski. Des Norvégiens, c'était comme au JO. Mais on en reparlera un peu plus tard des JO. On va continuer avec le football, un peu de retour en arrière avec le week-end de Ligue 1 qui nous a offert aussi un très gros match juste à côté à Bollaert. Lens recevait Monaco. Lens qui était sur 10 victoires de suite en Ligue 1 à domicile et qui a fini par s'incliner 3-2 devant ses supporters, alors que les Lensois menaient 2-0 grâce à l'ouverture du score d'Hudson-Edouard à la 3e minute et Florian Thauvin qui avait doublé la mise à la 56e. Oui, mais voilà, en 10 minutes, les 100 et or ont été renversés. But de Folarin Balogun à la 62e, Denis Zekaria à la 70e et un petit lob piqué d'Ansu Fati qui était rentré en jeu, qui a dynamité cette seconde période, et Monaco qui repart du Pas-de-Calais avec la victoire. On notera peut-être aussi des petites erreurs d'appréciation de Robin Risser dans les buts ou des jeunes Nadil Selik et de Ismaëlo Gagnou. Du coup, Lens perd ce match et laissé dans le même temps le samedi soir l'occasion au Paris Saint-Germain de reprendre la tête de la Ligue 1. Paris qui n'a pas manqué face à Lanterne Rouge du championnat Metz, victoire 3-0. But de Désiré Doué, Bradley Barcola ou Gonzalo Ramos. Le triplé offensif a participé à la fête parisienne, pas de souci. Et pour ce qui était de la conclusion de cette journée, c'était le 3e, Lyon qui était sur une immense dynamique eux aussi, qui était sur 13 victoires de suite, toutes compétitions confondues, qui s'est incliné à Strasbourg. Strasbourg toujours très solide cette année, victoire 3-1 des Strasbourgeois dimanche soir, but assez rapide des Strasbourgeois et un penalty à la 83e de Joaquin Panicelli, toujours l'intouchable pour consolider cette victoire. Ça, c'était pour ce qui était la tête de tableau, avec Marseille qui s'était incliné vendredi soir sur la pelouse de Brest. Ça fait toujours plaisir. Un doublé de Ludovic Ajorc, le Réunionnais, pour scotcher les Marseillais. Pour la première d'Abi Bey sur le banc de Marseille, une première manquée. Du coup, pour le nouveau coach des Phocéens. Pour ce qui est de Lille, l'autre club de la région, ils avaient tout intérêt à gagner puisque Strasbourg a gagné donc le dimanche soir et eux, un peu plus tôt à 15h, Rennes s'était imposé aussi sur la pelouse d'Auxerre 3-0. Alors Lille n'avait pas trop le droit à l'erreur, mais Lille est malade en 2026 pour ce qui est de la Ligue 1. Ils ont pu profiter à Angers contre une équipe qui n'est pas forcément en grande forme, d'un match dans un stade à huis clos, stade vide à cause des conditions météorologiques en Maine-et-Loire. Je pense que Léandre et Maman ont suivi ces histoires-là. Léandre était peut-être intéressé par... Pas trop, hein. Absolument pas. Les conditions météorologiques, tant qu'il fait beau et il y a du soleil. T'étais pas concerné à Paris. Non. Tu ne sentais pas concerné. En tout cas, Lille a gagné 1-0 sur un but sur penalty d'Olivier Giroud. Est-ce que déjà tu savais qu'Olivier Giroud jouait au LOSC? Oui, quand même. On a suivi cette rentrée. On était fiers de son premier match quand il a marqué. Oui, on était ensemble dans le salon. Oui. C'est vrai. Vu de la tête, si je dis pas de bêtises. Le fait d'avoir la famille, il y a des fun facts. Il y a des petits fun facts qui se glissent de temps en temps. Voilà. Ouais. Ma mère peut parler des desserts. Moi, je dois être vieille parce que Olivier Giroud, je crois que je l'ai connu à Montpellier. Oui. Champion de France avec Montpellier. 2012. Ouais. Il est toujours aussi beau quand même. Il a une barbe en plus maintenant. Oui, par rapport à l'époque. Et une Coupe du Monde. Et une Coupe du Monde et des sacrés buts aussi à mettre à son palmarès. Donc au classement, Paris, nouveau leader de Ligue 1 grâce à cette nouvelle journée de championnat. 54 points devant les 52 points de Lens. Lyon est 45 points et 3e. Marseille patauge
quatrième à 40 points, alors que dans le rétro, on a Lille, Rennes à 37 points, Strasbourg et Monaco à 34 points, qui ont tous gagné ce week-end, à noter. Les 4 poursuivants de Marseille, ça permet de relancer une petite course à l'Europe bien sympathique. On change de registre, on quitte le football, on va un peu parler de raquettes avec un peu de tennis de table, puisqu'a démarré en ce début de semaine le Grand Smash de Singapour. C'est l'un des 4 tournoi du Grand Chelem en fait en tennis de table avec 6 Français engagés et pour l'instant ça se passe pas trop mal pour notre contingent tricolore. Flavien Coton, le Bruyat, a battu ce matin le Chinois Cao Zhu 3-7-1 et s'est qualifié pour les 8e de finale où il va devoir croiser la route de Félix Lebrun, le numéro 1 français 6e mondial qui est tombé, qui a gagné plutôt dans l'après-midi face au Moldave Vladislav Ursu 3-7 à rien. Ça n'est pas passé en revanche aujourd'hui pour Simon Gauzy, défait par le Sud-Coréen Jong-un Lim en 4 manches et Gauzy qui était sorti quand même d'un sacré premier tour. Et avant lui, un seul Français était tombé à ce premier tour pour son entrée en lice, c'était Lilian Bardet, 48e mondial, qui a été battu 3-0 par le Taïwanais Yulun Lin. On parlera plus tard de ce grand smash de Singapour qui se poursuit. Toujours dans les sports de raquettes, changement de registre, le tennis, avec là aussi un Français qui aurait pu créer un exploit assez monumental et qui a été finalement balayé en un peu moins d'une heure. Arthur Fils, le Français qui est de retour au premier plan en 2026, a été expédié en finale de l'ATP 500 de Doha par Carlos Alcaraz. Ça vous parle aussi, j'imagine, Carlos Alcaraz. Victoire express du numéro 1 mondial, invaincu en 2026, qui s'adjuge donc 2 titres en 2 tournois. Après, après l'Open d'Australie, qui est un tout petit... Oui, c'est trop fort, l'Open d'Australie. Je crois que c'est un tournoi entre amateurs. C'est une broutille. Ouais, ça se passe en Australie, là. C'est trop loin, de toute façon, on comprend pas. Pas très intéressant. Alcaraz, qui dans le même tournoi avait battu lors des premiers tours Arthur Hinderknecht et Valentin Royer. Donc les Français, il en fait son 4 heures. Ouais, il aime bien ça. Il adore ça. Et donc Arthur Fils, qui a été balayé 6-2, 6-1 en finale, mais qui a quand même gagné quelques places au rang mondial. Il est passé 34e mondial pour quelqu'un qui revient d'une très longue blessure au dos et qui cette année n'a été battu pour l'anecdote que par des top 10. Non, c'est Carlos Alcaraz, Alex de Minaur ou Félix Auger-Aliassime. Oui, donc ça reste un gros niveau quand même. C'est honnête. Ça reste un très bon joueur en vrai. Je pense Fils, il a encore une carrière devant lui, je pense. Ouais. On espère surtout que ça va revenir petit à petit et qu'à Roland-Garros, c'est toujours sur ces tournois-là français, terre battue. Il faut que d'ici mai, il soit en pleine forme. Ouais. Exactement. Dans le même temps, il y avait le WTA 1000 de Dubaï chez les femmes. Samedi aussi, c'est joué la finale qui a été remportée par l'américaine Jessica Pegula contre Elina Svitolina, l'ukrainienne, et Madame Monfils. Pour celles et ceux que vous saviez ça? Elina Svitolina, ça vous parlait? C'est la femme de Gaël Monfils, avec qui elle a eu un enfant en 2022. Et donc, elle est de retour sur le circuit mondial. Elle est de retour au top. Elle est 9e mondiale maintenant. Elle est remontée de manière fantastique. Et elle a perdu quand même sa finale pour ce titre-là à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et le 20e titre attendra pour maman, mon fils. Et pour finir sur la page tennis, il s'est passé aussi un tournoi du côté de Lille, le Challenger 125 de Lille, aussi appelé le Play-in Challenger, qu'on a pu couvrir ici dans le coin. Et la victoire du Français Lucas Van Hache. Je sais pas comment tu dis, toi. Lucas. LVH. LVV. Ah, je sais pas. Non, LVA. LV. LVA. Ah, c'est un A. C'est un A. Eh oui, c'est un A, évidemment que c'est un A. LVA. Langue vivante appliquée. Voilà, tu vois, c'est là. C'est spécialiste Parcoursup là-bas. C'est là, tu vois. Merci à nos scolaires dans la salle. Donc victoire 6-2, 6-4 en finale contre le Belge Alexander Bloks. Sachant que Lucas Van Hache avait sorti une demi-finale tout aussi expéditive que Alcaraz contre Fils. Il avait battu 6-1, 6-1 en 1 heure tout pile. Moïse Kouamé. Et Moïse Kouamé, retenez bien ce nom-là, 16 ans, c'est la nouvelle pépite du tennis français, qui a fait un très gros parcours et qui a été supporté de manière explosive par la Tribune Bleue, un groupe de supporters français qui a fait beaucoup de bruit à Lille. Et Moïse Kouamé, pour la petite anecdote, avec sa demi-finale, il continue de grimper au classement mondial. À 16 ans, il est 397e mondial. Il vient de passer au-dessus du top 400. Et pour l'anecdote, il a quelques places de doubler Richard Gasquet, qui est toujours dans le classement. Il est 375e mondial. Et Richard Gasquet, aujourd'hui, c'est son coach et soutien. C'est lui qui était sur le bord, donc il est en train de dépasser le maître. Puis en plus, il a connu la célébrité jeune Gasquet, donc je pense qu'il va pouvoir au même âge, il faisait je pense qu'il va pouvoir adapter le fait de recevoir trop de pression médiatique peut-être à un certain âge par rapport à Kouamé. Je pense qu'il va pouvoir lui conseiller des trucs et tout, ça va être bien. Ouais, tout à fait. Hâte de le voir revenir et puis on verra si à Roland Garros il devrait avoir une wild card et il sera forcément là. Donc
On verra, mais si on a un peu de Ah, chance. On sera à ça Roland-Garros avec... Ouais, ça Avec laisse Valérie. penser qu'il va y avoir peut-être davantage de tennisman français à Roland-Garros, alors. ouais. Au premier tour, oui. Au deuxième, moi. Voilà, troisième, deux plus petits du tout. tours, Au troisième, et puis et, ils s'en vont. 3 petits tours et puis ils s'en vont. On va changer encore de registre, on quitte les sports de raquettes, c'est ton moment Théo. Tu étais au stade dimanche pour voir le duel entre la France et l'Italie dans ce qui est le tournoi des 6 nations. Victoire du 15 de France 33-8 face aux voisins transalpins. Qu'est-ce que toi tu as pensé de cette rencontre où les Français ont l'impression qu'ils ont connu différents temps forts? C'était une rencontre compliquée, honnêtement. On s'y attendait à ce que les Italiens, voilà, ils arrivent avec beaucoup de confiance. Ils ont fait un très très bon début de tournoi. Pour moi, c'était l'adversaire le plus compliqué qu'on allait jouer jusque-là. Parce que c'est des Italiens qui sont dans une dynamique positive. On a joué les Gallois qui sont au fond du trou. Les Irlandais, ils ont une équipe vieillissante qui est vraiment pas bonne. Enfin, qui est surtout pas en forme, on va dire. Donc les Italiens, voilà, ils sont là. Ils avaient des armes défensives très très fortes, notamment en mêlée et sur les coups de pied hauts, tout simplement. Et c'est ce qu'ils ont utilisé face à nous. Et on a très rapidement vu qu'ils allaient nous poser des difficultés. Mais encore une fois, l'équipe de France, ça reste une des meilleures équipes au monde à l'heure actuelle. On a une polyvalence à tous les postes qui permet qu'on joue tous les matchs quasiment à 100%. En fait, on peut Un pas. petit turnover qui nous a permis aussi Exactement, oui, c'est ça. de faire souffler quelques... Exactement. Et des joueurs juste après qui sortent du lot, qui permettent de créer des individualités qui font que l'équipe au final gagne. Antoine Dupont qui a fait un travail plus défensif qu'offensif. Ça m'a étonné de voir ça. Une Mais séquence là en première période, là, C'est ça, ouais, folle exactement. séquence où il rattrape des coups. Non, mais c'est ça, à un lui moment, seul. il soulève tout simplement un Italien pour après lui faire provoquer une faute alors qu'on allait prendre un essai. C'est tout. En fait, il a une polyvalence qui fait que globalement partout dans n'importe quel secteur où il va jouer, c'est-à-dire défensivement, offensivement ou sur les phases de transition, il va être très très bon. Il va permettre de jouer dans les petits espaces avec des Emmanuel Meafou qui a fait un énorme match, qui a été homme du match. Et voilà. Et puis après l'entrée du banc avec Charles Olivon et Michael Guillard que j'ai fortement supporté. Oui, déjà les que précédentes semaines, tu avais... Que je criais dès la 40e minute, faites rentrer Guillard, parce que voilà, Oscar Gigoux a malheureusement fait un match un peu en deçà de ce qu'il a proposé contre l'Irlande notamment. Donc non, j'ai vraiment apprécié le match de l'équipe de France, malgré le niveau italien. Je trouve qu'on a quand même été au-dessus. Et l'ambiance? L'ambiance était très bonne. Stade, Ouais, non, l'ambiance était très bonne. Les Ola étaient un peu moins coordonnés que ce que je pensais. Ça partait dans les deux côtés. Je me disais, c'est assez spécial, mais non, une belle Marseillaise a cappella, des feux dans un stade fermé, c'était fort aussi. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais. Théo, tu as oublié de nous parler de la pépite, là, du petit LBB, non? Louis Bielber, un essai dès la 3e minute, une vitesse exceptionnelle. Il double Ange Capozzo sur son essai, alors qu'Ange Capozzo, c'est un ailier très rapide. Donc, c'est-à-dire être plus rapide que quelqu'un de rapide, c'est ce que j'appelle juste en fait se téléporter sur le terrain globalement. C'est Supersonique, il est... Oui, voilà. Moi, j'ai vu juste un éclair. Oui. Et après, j'ai vu l'écran géant mettre +5. T'avais une LED rouge. Ouais, oui, c'est ça. Une petite diode rouge. Ouais, j'ai l'impression d'être en techno en 3e. C'était c'était très fort. petit montage. Il y a quelqu'un en face qui a quitté la techno il y a pas très longtemps. Donc, pour la vanne, il a l'image. Il a très bien l'image. 3e victoire des Français donc dans ce tournoi à destination en 3 matchs. C'est la dernière équipe qui peut réaliser le Grand Chelem. Ouais. Départ canon, d'autant que la veille, samedi, l'Angleterre s'était inclinée à domicile 21-42. Oui, tu peux célébrer. Contre les Irlandais, le 15 de la Rose avait été mené 22-0 après une demi-heure de jeu et n'ont pas su relever cet écart. Et samedi, toujours, le Pays de Galles, qui tenait le bon bout en première période, s'est incliné 23-26 contre les Écossais. De ce fait, au classement, la France domine logiquement pour l'instant ce tournoi de destination avec 15 points. Les Écossais en ont 11. L'Irlande est 3e avec 9 points grâce à sa victoire sur l'Angleterre, qui est avec l'Italie à 5 points. Et le Pays de Galles ferme la marche, puisqu'ils ont un petit point, le point bonus, bonus défensif pris ce week-end. Et donc, ça nous permet de pouvoir gagner le tournoi, surtout la prochaine journée, si on gagne avec le bonus offensif en Écosse. C'est beau. Ça peut déjà gagner le tournoi à la 4e journée, c'est des choses qui sont faites rarement. Et Oui. Après, gagner en Écosse, ça va être compliqué. Mentir que... D'autant qu'eux se vendent comme étant parmi les équipes à gagner le... Gagner Hammer et Field en Écosse, ça, c'est faisable. Hein. On est la meilleure équipe du tournoi et de loin, mais après, il faut le faire, quoi. Très bien. Voilà, ainsi s'achève la petite page résultat. Merci à toi, Théo, pour la participation. On te retrouve tout de suite, puisque exceptionnellement, on va enchaîner dans cette émission du soir. Oui, c'est parti. Et c'est parti avec les news de cette semaine, puisque après s'annonce un gros volet JO. On se garde ça pour la suite. Petite news présentée par Théo. Il nous a fait la petite sélection du jour. Les actus sportifs de la semaine, tout de suite dans le Campus Sport Club.
commence pas avec la gaieté non plus du 15 de France qui Non. l'emporte. On est sur des affaires encore judiciaires et on parle de football et on parle de Parisiens. Et oui, parce ce que trio gagnant. c'est triste, mais ce mardi, on a appris tout simplement que le latéral marocain du Paris Saint-Germain, donc Achraf Hakimi, sera jugé par la Cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol par rapport à des faits remontant à 2023. La juge d'instruction a estimé que le dossier comportait assez d'éléments inculpant le Parisien pour qu'il soit jugé pour des actes de contrainte morale et de pénétration selon la juge, bien que certaines zones à décharge du joueur existent, comme l'échange de SMS entre la victime et sa meilleure amie. Malgré cela, donc, si elle a pu varier dans la chronologie des faits, elle est toutefois restée constante dans la nature des actes imposés, précise la juge en charge de cette affaire. Lui, de son côté, Achraf Hakimi a réagi sur X. Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès, alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse. C'est des nouvelles un peu tristes, hein. Mais on va rester toujours dans le PSG. Cette fois-ci, c'est le Ballon d'Or, donc Ousmane Dembélé et le milieu de terrain Fabian Ruiz qui seront absents avant la réception de Monaco demain soir pour le match retour des barrages de Ligue des Champions. Ils sont respectivement touchés au mollet et au genou. C'est donc Désiré Doué qui devrait débuter en pointe face à Monaco, donc en remplacement d'Ousmane Dembélé. Donc Et c'est ça, avait bien marché au match aller, son entrée justement, sur la blessure d'Ousmane Dembélé. C'est semaine noire pour le Paris Saint-Germain, là, c'est compliqué. Ouais. Mais on va rester dans les forfaits, mais cette fois-ci on part dans une autre capitale parce que c'est Kylian Mbappé qui est forfait pour le match retour face à Benfica en raison d'une blessure au genou qu'il traîne depuis le 7 décembre. Donc l'élastique, on tire et finit toujours par craquer un jour. Donc là, cette fois-ci, Mbappé sera écarté du groupe tout simplement pour se récupérer, potentiellement préparer la Coupe du Monde aussi cet été. Oui. Et toujours donc face à Benfica, mais cette fois-ci dans une autre affaire également. C'est l'Argentin, donc Gianluca Prestiani. Oh. Oui, j'ai tenté je savais pas comment le prononcer, j'ai préféré assurer mes arrières, mais il a été suspendu donc hier pour le match retour entre le Real Madrid et le Benfica Lisbonne qui va se disputer au Santiago Bernabéu. Pour rappel, lors du match aller, donc l'Argentin, après l'ouverture du score de Vinicius Junior, aurait tenu des propos racistes en traitant le Brésilien de mono, ce qui veut dire singe en espagnol, des propos dont s'est longuement défendu l'Argentin, expliquant avoir prononcé pas des propos racistes, mais des insultes homophobes. Oui, Ouais. toujours mieux. Oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et donc, dans un communiqué, l'UEFA indique que l'instance de contrôle d'éthique et de discipline a décidé de suspendre provisoirement monsieur Gianluca Prestiani pour le prochain match de compétition interclub de l'UEFA. Dans un autre communiqué, lui, le Benfica Lisbonne affirme son soutien indéfectible à la version des faits présentée par le joueur. Très bien. Bon, affaire à suivre, mais Ouais, ça des va belles être, affaires dans le football en ce ouais, moment. des belles affaires aux fesses qui font très plaisir. Une autre info, c'est celle d'un départ un peu prévu et en même temps qui a mis du Un temps peu surprenant et prévu à la fois. Ouais, qui a mis du temps à arriver. Ça, on parle du handball français. Exactement, parce que c'est ce mardi, donc encore une fois aujourd'hui, que nous avons appris le départ du sélectionneur et coach de l'équipe de France de handball masculine, Guillaume Gilles. Une décision qui est notamment justifiée par la contre-performance des Bleus lors du dernier Euro ou encore des derniers Jeux Olympiques. Celui qui avait pris donc la barre du navire en 2020 quitte son poste avec tout de même un titre olympique à Tokyo en 2021 et l'Euro 2024. Donc pour le remplacer, la Fédération française de handball a appelé la légende espagnole Talent Duchebaev. Normalement, j'ai essayé de réviser. Ouais. Je suis pas sûr de la prononciation. Et ça sonne pas très espagnol. Hein, Ouais, Duchebaev. Tu confirmes? C'est ça. Absolument pas, ouais. Absolument pas espagnol. Et pourtant, il l'est. Il est 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Ciudad Real en 2006, 2008 et 2009, ainsi que le club polonais de Kielce, je suppose. Je ne parle pas polonais, malheureusement. Qui le sait? Kielce. Ouais, Ah. J'avais bien révisé. Ah, LV2 polonais. Non, elle fait de handball. Et il a donc déjà dirigé aussi 2 équipes nationales, donc la Hongrie et la Pologne, sans grand succès. Donc moi, à voir ce qui va en devenir dans le futur. C'est rarement qu'on a des sélectionneurs étrangers qui ont coaché l'équipe de France de handball. J'ai vu passer l'info, j'ai fait le quiz tout à l'heure à mes proches que je regarde là. Léandre sait dans quel sport français collectif on n'a jamais eu de sélectionneur étranger. Et c'est le rugby, mes ouais. chers Eh oui. compatriotes. C'est normal, Pas étonnant. tu comprends. Ouais, je suis pas étonnant. Saucisse, Ovalie. Et surtout qu'on comprend pas les autres langues. C'est pas C'est anglais ça. ici. C'est ce que je me suis dit dans les vestiaires, ça va être compliqué. Dans le football, ça m'a étonné, mais on en a déjà eu un. C'était il y a longtemps. Stéphane non, Kovac dans les années 70, un Roumain. Eh oui. Ouais. Wow. Ça remonte. Donc ça remonte, ouais. Ouais, ça devrait aller. Et on finira avec une dernière news, mais plutôt positive, en tout cas pour celles et ceux qui attendent avec impatience l'UTMB. Exactement, parce que ce lundi, Kylian Jornet, la légende de l'Ultra Trail, annonce son retour sur l'une des courses les plus dures, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Sa marque N Normal a teasé le calendrier de ses athlètes sur Instagram, dont Kylian Jornet fait partie, et l'UTMB 2026 fait donc partie des étapes cochées par l'un des GOAT de la discipline,
le GOAT. Go. Le greatest of all time. Ouais, le meilleur de tous les temps. Pour Exactement, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est vrai, on ne sait jamais. Sa présence est donc une surprise car il n'avait pas participé à la course depuis 2022 et sa dernière victoire en moins de 20 heures devant le Français Mathieu Blanchard. Le Catalan est l'une des légendes de cette course. Il co-détient le record de victoire avec le Français François Daen, si c'est ça. Jornet donc a en effet gagné les éditions 2008, 2009, 2011 et 2022. On pourra donc le retrouver sur la ligne de départ le 28 août, bien accompagné, notamment par Mathieu Blanchard ou encore Théo Détienne, étoile montante de ce sport. Merci beaucoup pour ce tour des grand news, plaisir. Théo, un peu express. Léandre, c'est une compétition qui pourrait l'intéresser un jour de faire de l'ultra trail. Je pense que ça dépasser ses limites, c'est ta Ça ta canne. un grand plaisir. Un peu une certaine folie quand j'écoute la préparation, mais Ah, il faut. ça fait plaisir. Ouais, puis Il faut, lui, si on n'est pas fou, on le fait pas. puis lui, il a grandi dans les montagnes, hein, Kylian Jornet, c'est un Espagnol qui a grandi à 2000 mètres d'altitude, donc ça lui fait pas peur. Et il avait critiqué l'UTMB, il s'était absenté par rapport pour raisons écologiques et organisationnelles. C'est pour ça qu'il avait boycotté l'événement et du coup, ça avait fait une mauvaise pub pour l'événement. Qui a dit, vous inquiétez pas, monsieur Jornet, on va se plier à ce que vous pointez du doigt et depuis. Quand monsieur Jornet parle, on s'applique. Hein. Exactement, le GOAT. C'est ça. Exactement. C'est la puissance du GOAT. On va se quitter un petit instant en musique, quand même. On va prendre notre respiration pendant ce temps-là. J'ai laissé ma mère et mon frère trancher pour la musique française du soir. Ma mère a eu une très bonne idée puisqu'on est sur les thèmes des JO des Verts juste après cette musique. Et elle vous replonge 50 ans en arrière, peut-être, c'était ça. Marie Laforêt, il a neigé sur Yesterday. Je te fais découvrir comme ça. Ah ouais, là, je suis en J'avoue totale que j'étais découverte. très jeune quand même. Ouais, mais c'est très beau. Tu verras. C'est Et on se retrouve juste après ça. À tout de suite. Voilà, c'était Marie Laforêt en direct sur Radio Campus Lille. Il a neigé sur Yesterday. Très belle chanson pour le coup. Je sais pas si ça t'a ému, Théo. Ah, mais j'ai les larmes aux yeux, là. Ouais, bah, Ah ouais, non, les émotions sont fortes ce soir, là. Tu feintes bien en tout cas. Ça marche bien. On est de retour pour Je vois parler. rien. On n'est pas de retour pour parler de Marie Laforêt ou de neige. Quoique, on va parler de neige. Finalement, on va parler de neige. Tout de suite, on va aborder le volet des JO d'hiver 2026. On n'a pas eu d'émission du Campus Sport Club la semaine dernière. Du coup, si vous ne l'avez pas suivi, mais dimanche se sont clôturés. Cette nouvelle édition s'est clôturée plutôt des JO d'hiver de Milan-Cortina et on va pouvoir en débattre aujourd'hui avec du coup à l'arrivée un bilan français très très heureux de 23 médailles, un record pour la délégation française en hiver, elle qui n'avait jamais dépassé les 15, 8 titres dans le lot, record aussi battu puisque c'était 5 médailles d'or, 5 titres olympiques sur une seule édition, le record, 9 médailles d'argent, 6 médailles de bronze, un très beau total qui nous permet maintenant de nous diriger vers les Alpes 2030 avec le sourire et peut-être encore plus exploser les compteurs. Dans tout ça, à noter quand même que sur ces 23 médailles, on a 13 médailles, plus de la moitié, qui sont dues au biathlon. C'était attendu et finalement, ça a bien eu lieu. Et le biathlon, Théo, qui nous a encore fait vivre de sacrées émotions. Ah ouais, je me souviens d'avoir été dans le métro pour le relais féminin. Et j'étais à deux doigts de gueuler dans le métro. Globalement, c'était un truc de ouf. Les relais passés étaient exceptionnels. C'était vraiment des très belles émotions. Et puis le biathlon, on sait, voilà, c'est un sport émotion. C'est un sport qu'on aime. J'ai avec moi deux personnes qui vont nous dire ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont suivi de ces Jeux d'hiver 2026. Et je sais, en tout cas à ma droite, pour ce qui est de ma mère, que le biathlon à la maison, c'est important. Ah, c'est sacré, le biathlon à la maison. Effectivement, c'est un sport que mon mari adore et j'ai appris à regarder le biathlon en replay, puisqu'on n'a pas tous la chance d'avoir nos après-midi de lit pour regarder les JO d'hiver. C'est vrai. Et c'est vrai que, comme tu disais, Théo, les relais, ça a été des émotions en dents de scie, on peut le dire, hein, parce que on démarre jamais très fort, hein, nous les Français. Et puis, il y a une remontada du 2 ou du 3e athlète biathlète. Et puis, à la fin, on finit par gagner, quoi. Et l'or! Et l'or. Bah oui, gagner, c'est l'or. Gagner, c'est l'or. Léandre, il sait ce que c'est. Gagner, aussi bien chez les biathlètes féminins que masculins, quoi. Ça a été super de voir cette Océane Michelon, hein, surtout, qui a été extraordinaire. Et puis Julia qui finit en beauté. Et pour les hommes, effectivement, Émilien Jacquelin qui a permis de remonter et Quentin et Eric qui terminent en beauté, quoi. La vitesse de tir d'Emilien. Oh là là, sniper, mais Julia aussi. Julia aussi. Oui, les deux, mais la vitesse Emilien, du tir, j'étais. Emilien nous a scotché parce qu'on parle du relais de cette course d'Emilien sur le sprint et la poursuite. Quand il est en démonstration, il
Il est phénoménal. Sur la Mastart où justement il a tenté la même chose, Un peu sauf que trop. voilà, c'est ça. Voilà, Et c'est ce qu'il avait dit. Lui, il tentait tout pour le tout, et puis si ça passait pas, ça passait pas. Évidemment, voilà. C'est ce qu'il faut, il a raison. Et- C'est le panache. Et on adore ce Le personnage-là. French flair, c'est Oui. le panache. Exactement. Et on aime bien ce personnage qui est un peu moins policé, un peu moins sage que les autres. Lui, c'est l'explosivité, c'est le foufou. Je sais pas si Léandre, t'as déjà vu les images d'Emilien Jacquelin, ses propos. Est-ce que tu sais ce qu'il a dit lorsqu'il a fini 4e du sprint, Emilien Jacquelin, pour 2 dixièmes battus par le Norvégien Sturla Leigrid, et que Sturla lui a dit, bah alors, qu'est-ce qu'il a fait, Emilien, dans le dernier tour? Il a regardé le public, il a salué les gens ou quoi? C'est ce qu'il lui a répondu? Alors, vas-y. T'as pas vu? Ah si, on va. Il a dit, alors déjà, je me fais battre par un infidèle, puisque Sturla a déclaré au même temps son infidélité au public Oui. à la télé. Il a dit, pas de problème, Sick, je cite, je vais le baiser celui-là. Il a dit pas de souci, pas de problème lui. Non, t'inquiète pas. Sa femme reste pas contente. Et du coup, il l'a quand même pas battu le lendemain sur la poursuite. Il a fini 3e, sur la 2e, mais il a eu sa médaille. Emilien a eu sa médaille de bronze, méritée, en tout cas à fond. 13 médailles pour le biathlon français, dont 6 titres, des médailles en ski alpinisme. C'est notre deuxième pourvoyeur. C'était la nouvelle discipline de ces JO. Est-ce que vous avez déjà vu des images, du coup, vous et les trois non suiveurs de cette nouveauté ski alpinisme? Avant les JO, non. Avant et là, pendant les JO. C'était génial. C'est marrant. J'ai adoré. Alors, vrai, le sprint, t'as vraiment aimé? Franchement, j'ai adoré. Ça avait une vitesse, en fait, le truc, et c'est impressionnant. Ouais. Parce que c'est quand même c'est 3 épreuves différentes dans la même épreuve. Alors, j'aurais aimé que ça soit plus long. Oui, voilà. Et c'est moi ce que je te demande. Est-ce que le format sprint t'a vraiment convaincu? Oui. Beaucoup. Alors, parce que les Français étaient aussi un peu défavorisés là-dessus. Certes. Mais je trouve que le relais était plus intéressant dans l'aspect, justement, durée et mécanique. Mais j'aurais aimé peut-être sur un circuit, justement, peut-être plus grand à la limite. Même vraiment avoir, ce qu'on avait l'impression, genre, c'était limite de l'apnée. C'était vraiment juste un 100 mètres, quoi, le truc. Mais par contre, c'était génial à voir. C'est du pur spectacle. T'es tombé dedans. Ah ouais. T'as suivi le curling aussi? Curling, j'ai adoré. Oui. Tous les trucs de triche, d'insultes et tout avec le Canada, c'était un bonheur à regarder. La provocation des Suédois face, non, c'est ça? C'est ça, face au Canada, ouais. Face Ouais. au Canada, ils commençaient à provoquer et tout. Je me suis dit. Ferme-la, mais jamais. Mais si, je vais te montrer les images après, tu verras. Et je me suis dit, là, j'ai eu la chance de faire ma chronique là-dessus 2 semaines avant. Il a présenté, en amont, on a fait un hors-série spécial, je leur remets le contexte, Ouais. peut-être que maman l'a écouté, un hors-série spécial sur les Jeux d'hiver de Milan-Cortina, et j'avais proposé à Théo de dire, bah, on peut faire une petite chronique un peu divertissante, et prendre un sport qu'on connaît de nom, mais qui est un peu plus méconnu, et Théo, dans sa joie, a dit, le curling, j'ai très envie. Et il a creusé le sujet, et quand il est revenu, il était tellement heureux, il dit, j'ai trouvé des trucs sur le curling, les gars. Le curling, c'est juste génial. Allez écouter la chronique. Mais allez faire du curling. Oui. Mais faites du curling, regardez les highlights de curling de ces JO, et branchez-vous jusqu'à 2030, hein. Il y aura pas de compétition. Alors, justement, parlons de 2030 et espérons une équipe française dans le curling. Oui, tout à fait. Parce que cette année, malheureusement, ils n'ont pas pu être sélectionnés. Là-dessus, on pouvait pas compter sur eux. Dans d'autres sports, on a pu compter sur des médailles. Je peux parler du patinage artistique, du ski de fond, du ski alpin, le ski acrobatique ou encore le snowboard. Donc beaucoup de sports de neige, évidemment. La France est assez absente des sports de glace. C'est peut-être quelque chose à essayer de travailler, rectifier, ou est-ce qu'on se concentre toujours sur la neige et on sait que c'est notre confort? Non, mais Adrien, qui dit neige, dit Norvège. Ouais. Voilà. T'as vu? Et oui. Des belles transitions. Mais oui, mais numéro 1, les Norvégiens. Voilà. Non, ouais, numéro 1. Après, attention, parce que s'ils deviennent numéro 1 au foot maintenant, où va-t-on? On a un peu de marge, je pense, avant qu'ils deviennent numéro 1 au foot. Mais c'est vrai que les jeux des Norvégiens, ça a été impressionnant, hein. C'est surtout la performance de Johannes Klebe. Klebe? Ça dépend, les gens. Je ne suis pas norvégien, je préfère m'abstenir, mais je te crois. 6 épreuves, 6 médailles d'or, compliqué de faire mieux. Je sais pas comment on peut faire mieux que ça. C'est des jeux parfaits. Ouais. C'est des jeux au plus que parfaits. Voilà, comme on dit. Et au biathlon, ce Button qui a percé, puis qui a un petit peu rendu hommage à son compatriote. Tu vois, ça suit beaucoup. Hein. Ouais. Elle connaît même les histoires extra-sportives. C'était assez émouvant cette année, faut dire. Hein, avec aussi la retraite de Dorothea Virer et de Franziska Preuss aussi, qui ont fini main dans la main pour la Mastart, je crois. Ouais. C'est vrai que c'est des belles images. Ça. C'est le jeu. On a toujours des belles images au jeu. C'est les jeux. Voilà, on a des moins belles, on va y venir peut-être après. Pour finir, en tout cas, sur ce bilan français, 23 médailles avec 8 titres, ça nous a placé 6e, coiffé au poteau par les Allemands, pour la 5e place lors des derniers jours. 6e au classement des médailles et 6e au classement du total de médailles. Donc, comme quoi, hiérarchie respectée, pas trop mal. C'est un très beau bilan, record. L'objectif du ministère des Sports et du Comité national olympique, c'était 5e et 21 médailles. Donc on a plus de médailles, on a une place de moins, mais
Il y a rien. Si on a plus de médailles, au final, franchement, la 5e ou la 6e à égalité, c'est du pari au même, Léandre. C'est que schnick. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là. C'est très beau. Voilà pour ce qui était de tout ça. Est-ce qu'on peut faire un petit tour, justement, on reste un peu dans le jargon, dans le milieu français, pardon. Vos top flops de ce que vous avez vu passer, de ce que vous avez suivi ou pas suivi, ou de choses qui vous ont interloqué pendant ces JO, ce qui concerne nos Français ou la France, de manière générale. Moi, je sais j'ai pas si trop autour- suivi les Français, mais même, malheureusement. par exemple, question autour de toi, est-ce que des gens suivaient les JO et qu'est-ce qu'ils disaient des JO d'hiver? Moi, j'ai beaucoup entendu parler de deux choses, mais c'était sur l'Ukraine, un candidat qui a voulu afficher son humanisme en mettant les visages d'athlètes décédés à cause de la guerre. Et il a été disqualifié rien que pour ça. Exactement. Parce que c'est un message politique pour les organisateurs de Jeux Olympiques. Mais l'autre truc qui m'a fait un peu marrer, et ça vous impacte tous les deux, parce qu'il y a une question derrière un peu sur le journalisme, c'était pour l'athlète chinoise Eileen Gu, qui est née en 2003, donc il y a mon âge en plus, déjà médaillée à Pékin 2022. 2022, 2 médailles Chez d'or, elle. une médaille d'argent, tout à fait chez elle, à 18 ans, donc un exploit. Et là, elle n'a que, je dis bien que avec des guillemets, 2 médailles d'argent et une médaille d'or. Et un journaliste ose lui demander, selon vous, est-ce ces 2 médailles d'argent, est-ce 2 défaites par rapport à l'or ou 2 victoires d'argent? Et elle a pris quand même assez bien, hein, avec un peu de Avec recul. beaucoup de sourires. Ouais, avec un beau sourire, mais à 22 ans, lui poser une question un peu pour pousser dans ses retranchements, je me suis dit, ça amène à quoi cette question? On cherche quoi avec la santé mentale des athlètes où on essaye de faire attention? Qu'est-ce qui était Même dans la tête nous, du je pense que, alors c'est un journaliste, je ne sais pas de quelle nationalité il J'ai est. pas vu passer le. Et je pense que nous, Français, on a été un peu aussi à plus relayer l'info en disant elle a bien répondu plutôt que la question était pertinente. On Ouais, n'a tout pas à fait. trop défendu aussi cette manière de tourner la question, Non, d'autant que derrière, ça, à ce c'est moment-là, elle avait eu 2 médailles d'argent. Troisième épreuve, elle gagne l'or. Elle lui répond de la meilleure des manières aussi. Il n'y a pas Oui, besoin voilà, de... c'est ça. Il aurait presque pu ne pas répondre. Ouais. Il aurait dit, Oui. non. Attendez-moi demain. Et venez à ma place et voilà. Ça, oui, faites-le à ma place et puis vous verrez si c'est dur ou pas. Et puis vous allez voir, non, mais comme tu dis, 6 médailles d'or du coup en 2 JO, enfin 6 médailles, pardon. En 2 JO, c'est exceptionnel. À 22 ans. C'est exceptionnel. Et pour le français, les sportifs français, t'as pas trop entendu parler finalement de. Non, c'est un peu éclipsé par rapport aux Jeux Ton entourage Olympiques d'été, n'était ça a pas pas très- été hypé. Oui, En tout cas, étant parisien, maintenant, autant les Jeux Olympiques des années d'avant, c'était plus simple quand on est à Paris, mais là, il y avait une déconnexion des JO d'hiver par rapport aux JO d'été. Oui, déjà de manière générale, de manière générale, il y a une déconnexion. un peu plus de désintérêt pour les sports d'hiver, parce que aussi les sports d'hiver, alors, ça demande aussi du ski. On parle de ski, de patinage, c'est un peu des sports qui demandent de l'argent, la pratique dans l'activité, le hobby. Et en plus, là, on parle d'une période où on n'est pas en vacances. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est ça parce aussi. que par exemple, ma mère le signalait très bien. T'as pu revoir en replay des épreuves. Oui. Parce qu'on était quand même, heureusement, pour une fois, on était à l'heure européenne. Contrairement aux éditions d'avant, on était en Chine, en Corée du Sud ou en Russie, on était en décalage. Là, on était en Italie, fuseau horaire français. Mais beaucoup d'épreuves entre 11h et 16h. Et donc, c'est ça, bah oui. t'avais pas le luxe d'allumer ta télé pendant que tu Voilà, travaillais. raison pour laquelle je regardais beaucoup le patinage artistique parce que j'avais la chance de pouvoir le voir, comme tout le monde, en fin de journée, même milieu de soirée, il faut dire. Et dans ce patinage-là, t'as un souvenir, t'as quelque chose à dire Oui. Mon coup de cœur va au couple, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, qui, forcément, ont dansé déjà sur Vogue de Madonna. Donc ça, c'est toute ma jeunesse. Peut-être que tu n'as pas vu l'info, on en a parlé tout à l'heure, mais tu n'as pas l'info. Ils ont été acclamés par Madonna en personne, qui les attaque, sur son compte, sur ses réseaux sociaux, qui leur a dit. Qui a envoyé un message, exact. Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu passer. Qui les a félicités d'ailleurs pour leur médaille d'or. Et leur deuxième passage sur la musique de film The Whale, c'était magnifique dans leur costume bleu. Ils ont été. Ils ont tiré les larmes. Ils ont été déjà très beaux et performants, donc c'était super. Et on bat les Américains. Derrière les Amériques, les États-Unis qui ont envoyé une immense vague de critiques par leurs médias pour dire que il y a forcément Guy Souroche. Que la juge française avait mis des notes trop hautes ou un truc comme ça, je crois, mais c'est. Voilà, faut faire polémique pour faire polémique. Oui. On le sait parce qu'on aime faire ça aussi. Il y a, pour rappel, il y a 9 de tête, 7 ou 9 juges. Pour moi, c'est 8. 8 juges peut-être pour ces épreuves-là. Et normalement, sur la notation, puisqu'on parle d'épreuves notées, ce qui pose toujours polémique, je pourrais en parler pour Perrine Lafont plus tard, on enlève la plus petite et la plus grosse exprès pour trouver une équité. Donc même si la française avait gonflé la note du duo,
ayant mis la meilleure note, a été aussi de manière caduque. Enfin, ça s'élimine. Donc, Ce qui est chouette dans le patinage artistique aussi, Adrien, c'est que on a des consultants qui sont là et qui sont très pédagogues pour nous qui regardons ce sport. Ça, c'est aussi intéressant. Pardon. De façon très occasionnelle. C'est vrai que Annick Dumont qui donne plein d'informations et qui nous permet de bien comprendre justement les juges, les figures. Et ça donne envie de suivre, en fait. Très intéressant. Du coup, tu as suivi sur France Télévisions. Oui. Toi, les jeux, en France, on a le luxe, le choix de France Télévisions pour ce qui est de la gratuité, pour ceux qui ont la TNT ou qui n'ont pas d'abonnement, et Eurosport pour ceux qui sont plus férus de sport d'hiver à l'année, qui suivent toutes les compétitions de ski et de patinage, et du coup, qui ont aussi, jusque 2032, tous les droits. Toi, Théo, tu as suivi sur sur les deux, parce sur les que deux aussi. globalement j'avais MyCanal sur mon ordi, j'avais la petite fenêtre des Jeux Olympiques en cours. Genre, faut pas le faire. S'il y a des gens qui m'écoutent qui ont des cours, faut pas le faire. Mais c'est vrai que mettre le curling à 10h du matin quand on a un cours un peu ennuyant à côté. Il est tombé amoureux, lui, des pierres. J'adore le curling. On va faire un stage curling. Ouais, Je te on va t'offrir un balai, emmène-moi Théo. au curling, s'il te plaît. On va trouver ça. Mais d'ailleurs, justement, sur la couverture télé, je tiens à souligner Rivenzi et Aymeric Milan qui ont fait une très très bonne couverture avec des sujets très décalés pour apprendre certains sports compliqués. Sur France Télé, Sur France Télévisions, exactement. Numérique, c'est ça? Je crois que c'était que numérique, C'était que la chaîne numérique. Justement, il y a une ouverture peut-être de plus en plus à la jeunesse aussi, peut-être à des créateurs de contenu d'internet entre guillemets qui viennent vers la télévision justement pour vulgariser, et j'ai trouvé ça très pédagogue et très bien de leur part de France Télévisions de faire ça. Ils ont reproduit France Télévisions le schéma qu'ils avaient testé au JO 2024 Exactement, de Paris. c'est ça, oui. Déjà Rivenzi invité qui est féru de sport et qui apportait un peu cette volonté. Ils nous ont montré comment se passaient les luges dans les locaux de France Télé. Ils prenaient une planche à glisser et ils glissaient dans le hall d'entrée avec les gens qui prenaient leur café, comprenaient pas. Il lui a fait essayer le hockey sur glace en lui expliquant les règles du contact, mais du coup il le plaquait contre le plexiglas avec sa joue qui venait s'écraser. C'était très drôle. Je sais pas, justement, t'es même pas tombé sur les réseaux, t'es pas tombé sur ces images-là. Ah non, parce qu'en plus j'ai déconnecté des réseaux. Je me suis mis une résolution de supprimer Instagram et Facebook. J'ai pas un très bon candidat. Non, là, j'ai pas fait les efforts nécessaires. Alors que lui, 10 heures, cours de maths, évidemment, Mais parce que c'est réalisé par un professionnel et voilà, il faut l'afficher ça. Fait deux choses à la fois, exactement. C'est comme ça. Dans les top flops, toujours français pour finir. Dans les flops, je vais quand même souligner que dans les sports que j'ai cités, je parlais de snowboard, mais on n'a eu qu'une seule petite médaille. En ski acrobatique, on a eu une médaille grâce à Perrine Lafont. C'est un top, c'est un très beau retour à la compétition, mais gros flop de ce qu'on pressentait comme étant une des grosses chances de médaille globale en snowboard cross et en ski cross. On finit avec un presque zéro pointé. Il n'y a que Loane Bozolo et Léa Casta qui prennent le bronze en équipe. Et encore, Loane Bozolo avait propulsé Léa Casta en tête et elle s'est fait doubler dans le final. Mais zéro là-dessus, c'est un peu dommage. Moi, c'est sûr. À l'inverse de la radia du biathlon, en fait, qui est complètement compensé. Et le ski alpin aussi, presque Fanny. Roman Miradoli qui a fait par contre très émouvant. Je l'ai regardé la descente sur France Télé. Alexandre Pasteur a fait ça superbement bien. Tout ce qui est les épreuves de ski, c'est son domaine. Il adore. Il vient de la région, il connaît par cœur. Et la médaille de Miradoli, alors que c'est très compliqué le ski, elles descendent une par une, mais tu la vois virtuellement à une place et tu peux pas t'en jouer comme si elle avait la médaille parce que c'est pas la dernière à passer. Donc tu peux que dire c'est génial, c'est bravo, mais t'es suspendu à que vont faire les prochaines. C'est un contre-la-montre un peu. Et en même temps, ils ont réussi à transmettre et tout du long, en fait, à chaque fois qu'une nouvelle compétitrice descendait, il y avait belle course de sa part, toujours un peu honnête, et derrière de dire c'est bon pour Roman, ça, tu vois. Je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé cette médaille. Moi en flop, c'est compliqué, mais j'avais mis le slalom français globalement avec Clément Noël et Paco Raça qui ont tous les deux été éliminés. Clément Noël qui est champion olympique en titre du slalom, qui était porte-drapeau de la délégation française. Ça, je l'avais vu en cours aussi. Très décevant, honnêtement. Même lui, il a dit, il était extrêmement déçu par les jeux qu'il a fait. Il a avoué aussi, très vite. Voilà, c'est ça. Et moi, du coup, je l'ai forcément mis en flop avec aussi la performance malheureuse de Adam Xiao Imfa, l'outsider français de. Est-ce que tu as suivi toi? Est-ce que tu avais regardé ce soir-là le duel messieurs avec Ilya Malinine, l'américain d'un côté, Adam, le français, et finalement ce kazakh qui sort un programme libre assez fou et qui gagne grâce aux chutes des favoris. T'avais suivi? Oui, j'ai suivi, mais je t'interroge. Je t'avouerai que j'ai pas un souvenir. Ça t'a pas marqué.
Mais le programme court était exceptionnel. Ouais, Ouais, mais il a était fini troisième du programme court, mais au final, il est tombé et au final, il a fini. Du coup, à la finalité Et il a de quand même tous les fini classements, il a fini devant- 7ème, il a devant le Malianine. Il y a Malinine. Malinine. Ouais. Tant pour moi, il y a. Tu te rappelles l'émission, c'est celui que j'avais vendu. Ah oui, C'était l'étranger que j'avais vendu dans Le- l'émission Le Hors-série. Ton Je vous étranger renvoie vers le Hors-série. favori. C'est ça, exactement. Et finir dans les tops, gros morceau à Mathis Desloges, skieur de fond français, Ouais. triple médaillé d'argent, et qui a été annoncé par le Norvégien Johannes Klebe comme étant son plus grand rival à Ouais, venir ça. aux Alpes 2030. C'est beau. C'est déjà Ça va, annoncé. ça va être beau, mais la performance est folle. Hein. Oui. 3 médailles d'argent en ski de fond, c'est pas une. 2 fois derrière Klebe. Enfin, C'est ça, mais t'es derrière la T'es le meilleur légende des globalement. Oui, c'est ça. C'est un peu comme au tennis où tu finissais 5e derrière Federer et toute sa clique, t'es le meilleur des autres en fait, c'est ça. T'es vraiment. C'est ça. À ta droite, on a une question. Ouais, non, c'était un petit top supplémentaire. Le top de ta maman, Adrien. Le ski alpinisme. Quand même. Ah, c'était chouette, cette victoire des deux Français, là, Thibaut, Anselmé et puis Emilia la fille. Roth. Voilà. Mm. C'était, déjà, c'était une belle découverte, cette nouvelle discipline sportive au JO. Et puis, c'était largement devant les autres, quoi. Donc, c'était super. C'était génial. Et Oui. bon, maintenant, si on sort un peu du carcan français, on revient globalement sur ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina. On va un peu donner aussi ce qui ont été des moments marquants, des moments forts. Ouais. On en a aussi ciblé, sachant que c'est aussi pour faire la critique. Et on parle de, je sais pas si tu as suivi, Léandre, donc ces Jeux qui se sont tenus sur 7 endroits différents et qui sont une première dans l'histoire de l'olympisme hivernal, mais qui est un schéma qui va être reproduit chez nous en 2030, puisqu'on parle des Alpes françaises, avec plein de lieux différents, avec un éclatement assez grand aussi, puisqu'on parle des Alpes de Savoie, des pistes de Courchevel et d'à côté, mais on aura aussi du patinage à Nice. Ouais. Donc, tu vois l'écart, vous pouvez mesurer, on a vraiment... Sur les plages, du coup. On j'imagine. parle vraiment de l'Auvergne-Rhône-Alpes et de la région PACA, qui sont toutes les deux mêlées à cette histoire. Est-ce que ça, par exemple, ça t'évoque quelque chose Alors, moi, les questions que je me pose quand c'est ça, c'est est-ce qu'on le fait parce que ça manque de neige, donc on va la chercher au Allier, ou est-ce que du coup, ça nous force à produire plus de neige artificielle pour ces genres d'épreuves, et puis le tourisme, la masse. Donc, peut-être que c'est bien parce que le nombre d'épreuves augmente et il le faut, et en même temps, c'est toujours une question un peu. C'était délicate. aussi une logique, question, environnementale. c'est aussi une question d'infrastructure, Je pense puisqu'il que y a c'est des surtout sites ça aussi. dédiés qui Qui existent servent déjà. de manière annuelle aux Mm. épreuves, et donc Ouais. du coup on se dit on va pas construire. Oui, quand- voilà. Comme on a Paris déjà- 2024, l'anti-béton, on a réutilisé, je sais plus, 97% des places vendues là-bas, c'était que des sites existants ou temporaires, donc qui n'étaient pas dédiés à rester là et pourrir. Donc, non, il y a un fond qui est toujours noble, mais dans ces grandes épreuves mondiales qui ramènent beaucoup de gens, on a beau ramener l'étiquette responsable écologiquement, ça le sera difficilement. Ça sera difficilement. Et donc du coup dans les moments marquants, déjà la cérémonie d'ouverture, c'était beau, les deux. Maman Ah est fan ouais. des cérémonies. Ouais, c'était chouette. Bon, il faut dire qu'on avait fait fort, nous, hein. 2024, à c'était Paris. c'est Hein exceptionnel. C'est pas pour être franchouillard, mais c'est vrai qu'on avait fait quand même quelque chose de fort. Hein. Qui a quand même aussi beaucoup de points négatifs, sans l'autre critique, Oui, mais évidemment, mais artistiquement, tout a enfin, son lot de la critiques, proposition mais- est tellement audacieuse. que Exactement. C'était Puis fort. c'est pareil, c'est beau. C'est fort. Le Ouais. plus beau, c'était que même les Parisiens qui étaient partis pour éviter ce désastre ont tous regretté d'être partis de la capitale parce Alors qu'ils que ont c'est une grande raté fête, ouais. cette merveille. Ouais. Ils ont raté la grande fête. des Énormément Jeux. regretté ça. C'était fort, C'est beau. La ça. gaieté. Les Italiens, je trouvais, globalement, sur ces JO, il y a eu de l'ambiance. Ouais. Quand on voyait les images en tribune, alors c'était pas que des Italiens, mais je trouve qu'ils ont... Ils ont réussi à ramener de On l'ambiance. sait aussi que c'est dans l'ADN du dans- pays, donc on comprend que... Ouais. Et puis c'est cool. leur performance aussi aux Italiens, je trouve que quand Ouais. même ils étaient très présents. Ils ont, alors forcément ils étaient présents à tous les sports, mais ils ont réussi à performer globalement dans tous les sports, à ne pas paraître pour voilà, on est là parce qu'on organise les jeux, mais on n'est pas bon. Au final, ils ont été plutôt bons quand même dans tous les sports. Loin, Donc, loin d'être ridicule. Exactement. Loin d'être ridicule en tout ça. Dans les moments forts, plus beaux souvenirs, on en a parlé, il y a eu beaucoup de chutes. Oui. Des chutes qui parfois peuvent... c'est là aussi où j'aurais aimé que tu aies vu ces images-là, des images. Et le sport, c'est aussi violent parfois. On parle de chutes qui sont quand même beaucoup plus dangereuses et terribles. On parle notamment de l'In7. Oui, c'est ça, parce que donc pour ceux qui ne savent pas, elle a chuté lors de l'épreuve de descente olympique le 8 février, alors qu'elle concourait déjà avec des ligaments croisés au genou. Et donc, Les ligaments croisés rompus. rompus, oui, pardon. Elle On en avait, a- oui, on en a alors tous. elle les avait ces ligaments, mais elle les avait rompus.
Et donc, quand elle a chuté, malheureusement, elle a été évacuée en hélicoptère. Elle a été opérée plus de 5 fois. Et elle a révélé donc sur son compte Instagram avoir failli perdre tout simplement sa jambe en raison du syndrome des loges, donc qui fait que le sang gonfle et au bout d'un moment, la jambe Ne peut plus tenir. Exactement. Elle a donc été rapidement opérée, ce qui lui a permis de sauver sa jambe, mais qui rappelle à quel point le sport peut être dangereux des fois. Elle a cité « Ce fut une véritable épreuve et de loin la blessure la plus extrême, la plus douloureuse et la plus difficile que j'ai jamais subie de toute ma vie, multipliée par 100. » On la comprend, c'était sa dernière épreuve de toute sa vie aux Jeux Olympiques, ça se finit tristement. 5 opérations déjà Ouais. pour elle, donc on espère que ça va s'arrêter quand même un jour. 41 ans, c'est fini. Hein. Quand on regarde nos 2 pronos des athlètes favorites, toi c'était Oui. Quelqu'un qui a fini malheureusement Qui a donc chuté, 8e, qui a chuté, 8e. et moi aussi Lindsey Qui a Vonn a chuté. chuté. C'est Faudrait que je me rappelle. faudrait que je me souvienne qui elle avait pris. Je sais plus. Je ce sais qu'avait plus. proposé Baptiste. Je sais plus ce qu'il avait proposé. On va voir si cette On- personne est tombée. On trouvera. On a eu des moments très très touchants aussi. Je me tourne un peu vers la femme du studio. Des moments très touchants aussi qui se voient de plus en plus dans le sport avec des athlètes qui ont après leur finale, après leur médaille, sont allés tout de suite dans les bras de leurs enfants. Ça se voit de plus en plus des athlètes mamans. Chloé Trespeuch aussi, qui après sa descente était en larmes, et l'un de ses premiers points, c'était de dire je ne suis pas sorti de 2 grossesses et d'un retour douloureux à la compétition pour échouer comme ça en fait. Mais c'était pas dans le sens je me jette la faute à mes grossesses, c'est dire j'ai assumé et je voulais être encore plus forte derrière, et elle était encore triste de montrer ce visage-là à ses enfants, tu vois. Ouais. Et on a vu ces athlètes qui sont allés se jeter dans les bras de leurs enfants. Je sais pas si t'as vu ces images. J'en ai vu une, mais c'était pas elle. Je ne sais plus son nom. Moi, ce que je retiens de ces mamans là sportives, c'est qu'il y a tant de sacrifices pour en arriver à un niveau olympique et pour se préparer aux JO, tout simplement. Que ça émeut dans le sens où forcément il y a des sacrifices aussi humains. Il a fallu qu'elles s'écartent de leur famille et qu'elles s'entraînent durement. Donc effectivement, ça rend hommage à la famille quand elles vont chercher leur enfant au moment de la médaille. Et pendant ce C'est temps-là, beau. le papa, il la trompe avec une autre athlète. Ouais, super. Ça Dans le dépend village, s'il est au village norvégien ou olympique. pas. Anecdote, Léandre, peut-être tu l'as vu passer quand même cette info plus décalée, plus marrante. Au bout de 3 ou 4 3 jours, jours. 3 jours de compétition, les 10 000 préservatifs fournis par l'organisation ont été Pareil, écoulés. pareil. Les athlètes Ils ont n'avaient dû- plus de ils ont dû préservatifs. ils en ont refourni. Ils ont dû refaire des stocks. J'adore. Surtout qu'attends, ils ne sont que 2500 athlètes. Peut-être. Ouais, j'avais eu la. Ouais, c'est ça. c'est Donc on en- part du principe qu'il y en a la moitié qui n'ont pas dû le faire. C'est au moins 10 rapports au bout de 3 jours. C'est beau, hein. C'est une pas grande mal. fête. C'est une grande fête. C'est une grande J'ai fête. pas- Ils ne sont pas sportifs professionnels pour rien. Non. Voilà. Il faut aussi savoir évacuer le stress. Exactement. Voilà. Non, mais c'est beau. Voilà. Et dans tout ça, il y a des très beaux souvenirs. Un très beau aussi souvenir, clin d'œil pour finir. On parle de Lindsey Vonn, sa chute et son accident au tibia péroné brisé en 1000 morceaux. Celui de Federica Brignone, qui est une skieuse italienne, qui le sien s'était brisé aussi 10 mois auparavant. Elle est revenue de son opération. Elle a repris l'entraînement. Elle n'avait qu'un mois de compétition dans les jambes. Et elle a été double championne olympique avec son casque, avec un tigre dessus. Ah oui, j'avais vu le casque. Fédé, et en plus son surnom c'est Fédé, la foi en italien, et donc elle a cru en sa foi et elle a décroché 2 titres magnifiques en plus, vraiment en écrasant la concurrence. Ouais, c'est C'est juste beau. bravo. C'était très fort, non mais. C'est ultra touchant. Mm. On arrive, le temps s'est écoulé à vitesse grand V. Je gardais des yeux, mais je préférais qu'on parle quand même des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner pour ces JO, pour cette émission? Moi, je tiendrais quand même à féliciter globalement l'organisation des Jeux. Je trouve qu'il n'y a pas eu de problème dans l'organisation malgré les sites Il y a eu éclatés. peut-être quelques-uns au niveau des réalisations de certains. C'est ça, mais c'est presque nos globalement commentateurs les. français Ouais, qui c'est ça. Je pense que c'est peut-être plus la réalisation française, mais les Non, épreuves je veux sont- dire nos commentateurs français qui critiquaient la réalisation Ah oui. parce que eux n'avaient peut-être pas les Oui, les oui, images c'est ça. qu'ils voulaient. Voilà, oui. Mais globalement, les épreuves se sont bien déroulées. Les jeux étaient beaux. C'était toujours une période de fête comme d'habitude et c'était voilà une petite période hors du temps. La quinzaine olympique et il y a bientôt la quinzaine paralympique. Oui, bien sûr, mi-mars qui arrive. France Télévisions sera aussi sur le coup. Là, on pourra suivre à fond. J'espère aussi que je pourrai avoir les Jeux paralympiques. Non, petit non, écran. non, pas en Le cours. curling paralympique, est-ce que ça existe? Ah oui, je crois, sur Oui, siège. certainement, yes. bien sûr. S'il y a un sport qui est quand même assez facilement, Ah ouais, lui. comme la boccia qui a fait son apparition, Ouais, mais ça la siège, ça pétanque glisse, ça siège paralympique. sur la glisse. Oui, Je sais pas comment ils vont réussir. J'ai hâte de voir tu ça. balayes moins.
Oui, Ça dépend après les handicaps, bien sûr. Oui, mais exactement, de oui, chacun. après, mais c'est- non, c'est génial. ça va être génial. On peut. Il y a une chose qui a été assez extraordinaire aussi, c'est de voir toute cette neige tomber et de voir tous ces sportifs performer malgré toutes ces chutes de neige qui pouvaient même empêcher certaines Les épreuves. certaines compétitions, effectivement. Concernant moi, je comprends aussi pourquoi les JO d'hiver m'intéressent peut-être un peu moins. C'est parce que c'est blanc. Non, en fait, on en a parlé. Là, c'est peut-être la peur de la vitesse, des sports de vitesse, et puis des risques de chute qui, moi, C'est vrai que ça laisse un peuvent peu me toujours faire sous-entendre le danger. Alors, C'est à part comme le au curling, patinage de à part le vitesse, curling, où on a vu aussi une athlète se faire trancher un peu le Ah oui. visage. ouais, un patin qui lui arrivait dans l'œil. Ouais. Mhm. Ouais, des images qui font un peu. Ouais, c'est- l'os zygomatique, peut-être. Ah, je n'ai pas fait médecine, Il malheureusement. faut Il faudra demander à Dr House. Au rugbyman Dupont. Ouais. Oui. Exact. Oui. Ouais, globalement, la même blessure, mais avec C'est- un patin. C'est vrai, et c'était terrible aussi, mais on a eu des très beaux comme des moments un peu angoissants. Exactement. Et comme tu dis, c'est vrai que les sports d'hiver, sports de descente, de glisse, de vitesse, Mm. Ils sont un peu plus C'est- dangereux. c'est- oui. c'est de nature à acrobatique aller aussi. vers le danger. Donc, Comparé au JO, le canoë-kayak, ça va, et le tir à l'arc, ça va, si on vise bien. oui, oui. Si on vise bien. Si on vise bien, s'il te plaît, Théo. Voilà. Surtout certains qui ne disent pas toujours super bien. Merci en tout cas à vous trois, je veux dire vous quatre, vous trois d'avoir Comment te participé remercier. à cette émission. Merci, c'était sympa. Merci pour Eh l'accueil. merci aussi. Voilà, vous avez vécu, encore. c'est une expérience un peu particulière. Hein, j'ai pas fait tout dans les règles de l'art, mais au moins vous aurez fait votre première avec moi. Donc maman, tu vas revenir, hein, parce qu'il faudra la faire. C'était un plaisir, donc je crois que je reviendrai. oui. Ah, bah voilà. Et André aussi. Là, j'étais content, mais dommage qu'il n'y avait plus de préservatif pour cette première. Oh là là là. Oh, ça aurait été bizarre. Bon, finissons là-dessus. Finissons là-dessus. Merci- Bonne soirée merci à tous. Théo. Merci encore Adrien. Théo, je sais qu'il va revenir et le Campus Sport Club revient la semaine prochaine, 23h minuit. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et je vous laisse avec les musiques de la nuit.